Je vais donner maintenant la parole aux députés inscrits dans ce débat. Pour commencer, Monsieur Jean Leonetti pour le groupe UMP. Je descends un peu, c'est normal. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le problème de la fin de vie est aussi ancien que l'humain, puisque la conscience de la finitude de l'homme est concomitante de la pensée et du langage, et que le passage de l'animal à l'homme résulte justement de cette double conscience, à la fois de sa mort et de l'existence de l'autre. En effet, la mort, c'est l'autre. C'est toujours l'autre. Ma mort étant une expérience impossible, je ne peux que l'imaginer, la fantasmer, à partir d'une expérience, et cette expérience est le plus souvent la perte d'un être cher qui structure ma pensée et mon opinion sur ce sujet. Mais chaque société a aussi une idée particulière de la mort. La mort antique est un destin, la mort chrétienne est un salut. Qu'est-ce que nous dit notre société sur la mort et la conception qu'elle a du sens de la vie? Chaque société a la mort qu'elle mérite, disait un sociologue auditionné. Aujourd'hui, dans notre société, l'individu prime sur le collectif et a gagné en autonomie. L'immédiat a gagné sur la durée et la réaction, quelquefois malheureusement, a gagné sur la réflexion. Devant la perte de repères durables, la majorité de nos concitoyens ne structurent plus leurs pensées autour d'un au-delà possible ou des lendemains qui chantent. C'est ici et maintenant que les choses se passent. Et pour beaucoup, la mort est donc insensée, elle a perdu de son sens, mais elle est quelquefois malheureusement aussi impensée. Et le déni de mort et le tabou de la mort n'a jamais été aussi présent dans la société moderne. Parallèlement, grâce au progrès de la science, la médecine s'est petit à petit médicalisée. Elle s'effectue le plus souvent à l'hôpital et elle perd son caractère familial et familier. La médecine française a fait à juste titre le choix de la performance et donc de la médecine qui sauve et qui guérit, mais cette performance s'est quelquefois faite aux dépens de la médecine qui accompagne et qui soulage. Il en résulte que la médecine produit quelquefois des situations d'une rare complexité et qui entraîne des souffrances importantes, à la fois pour le patient, pour son entourage, et qui sont qualifiées d'insupportables par la société tout entière. Que ce soit à cause de la culture médicale, ou de quelquefois d'ailleurs, à la demande même du malade, l'acharnement thérapeutique, qualifié dans les textes d'obstination déraisonnable, doit être combattu, car tout ce qui est possible techniquement n'est pas souhaitable humainement. Enfin, malgré les progrès considérables de la médecine palliative, l'offre de soins dans ce domaine intervient encore trop peu, 80% des Français n'y ont pas accès, et trop tard. Le palliatif prend le relais du curatif au lieu de s'y associer en amont. Il en résulte une médecine palliative, presque exclusivement orientée vers la toute fin de vie, alors que cette médecine d'accompagnement et de soulagement devrait imprégner tous les actes médicaux. La fin de vie est un sujet complexe qui se réfère à des valeurs médicales, sociales, personnelles, philosophiques et spirituelles. Elle embrasse aussi une immense diversité de situations différentes, du nouveau-né dont on se pose la question de la réanimation au grand vieillard qui meurt dans des souffrances. Nous devons donc aborder ce débat comme un débat en acceptant qu'il est un conflit de valeurs. Il ne s'agit pas du combat du bien contre le mal, ni du combat de la morale établie contre le progrès. Il s'agit du combat du bien contre le bien, de valeurs qui sont des valeurs fondamentales pour notre pays. Le premier, c'est l'éthique de l'autonomie, qui a pour référence la liberté et la défense de l'individu contre le groupe, avec une éthique de la vulnérabilité qui a pour référence la solidarité et les valeurs collectives. Ces valeurs qui quelquefois s'opposent doivent se réconcilier plutôt que s'affronter au pied du lit du mourant. Dans ce contexte, nous devons, avec les lois de 99, de 2002, de 2005,
affirmer avec force notre fraternité, qui s'exprime par une exigence de non-abandon, de non-souffrance et de non-acharnement thérapeutique, mais aussi d'autonomie, et respecter la parole du souffrant est un devoir pour le soignant. Cependant, malgré ces différents textes législatifs, le mal mourir persiste en France. Et nos concitoyens demandent plus d'écoute et moins de souffrance, surtout lorsque l'on sait que 12% des Français meurent dans des douleurs physiques réfractaires et quelquefois des souffrances qui ne se résument pas à la douleur physique. L'étouffement, par exemple, n'est jamais, ou presque jamais, 8 fois sur 10, pris en compte en fin de vie. Sanders, qui initia les soins palliatifs au début du XXe siècle, définissait la fin de vie comme une souffrance globale et qui devait être à la fois physique et psychique et prise en compte de manière globale. Certains pays démocratiques autour de nous ont ouvert un droit à la mort. Que constate-t-on ? Dans 30% des cas, la mort est donnée en Suisse à des personnes qui n'ont pas de maladie grave et incurable, rapidement mortelle. Ils sont âgés et las de vivre. En Belgique, ce droit s'ouvre désormais aux mineurs et aux malades mentaux. Enfin, l'étude de l'INED et de l'Observatoire de la fin de vie montre que les morts données à des malades qui ne l'ont pas demandé sont 3 fois plus nombreuses en Belgique qu'en France. Comme le soulignait Didier Sicard dans son rapport, en expliquant ce phénomène, toute transgression amène une transgression supplémentaire. C'est la théorie bien connue de la rupture de digue après l'érosion progressive des barrières éthiques successives. De plus, donner la mort apparaît contradictoire avec nos pratiques et nos valeurs communes. Sur le plan médical, en France en tout cas, la mort ne poursuit pas le soin, elle l'interrompt. Sur le plan social, la médecine réanime les gens qui ont tenté de mettre fin à leur jour. Et la société lutte efficacement contre le suicide qui traduit à ses yeux plus la désespérance qu'une liberté individuelle. Enfin, et comme le soulignait Robert Badinter, ce dispositif s'oppose à un droit qui est un droit fondamental, une liberté fondamentale, le droit à la vie, qui est un droit créance, c'est-à-dire un droit que l'on peut demander à la société, très différent du droit à liberté, qui est celui d'avoir le droit de se donner la mort à titre personnel. Devons-nous pour autant nous contenter de la loi actuelle alors qu'elle reste mal appliquée et mal connue, et surtout qu'il résulte encore une situation dans laquelle les Français nous demandent plus d'écoute et moins de souffrance. Le président de la République a voulu, après un débat citoyen approfondi qui a abouti à 2 rapports fondamentaux, la commission Sicard et le rapport du Conseil consultatif national d'éthique, que nous avancions sur ce sujet de manière consensuelle. Je le dis très clairement ici, j'approuve cette démarche, car je pense que sur les sujets de société, comme sur d'autres sujets qui relèvent de nos valeurs communes, nous devons être unis, et c'est l'honneur de la politique, non pas de trouver des petits arrangements entre nous, mais de trouver au contraire un dépassement pour réconcilier les Français. Didier Sicard souligne avec force le caractère particulièrement dramatique des inégalités au moment de la fin de vie. Il rappelle l'exigence d'appliquer résolument les lois actuelles. Il rappelle l'utopie d'imaginer qu'une loi puisse régler l'ensemble des problèmes dans sa diversité de la fin de vie. Et il rappelle aussi avec force le danger de franchir la barrière de l'interdit. Dans son avis 121, le comité d'éthique estime que la légalisation du suicide assisté n'est pas souhaitable et considère que le maintien de l'interdiction faite aux médecins de provoquer délibérément la mort protège les personnes en fin de vie et qu'il serait dangereux pour la société que des médecins puissent participer à donner la mort. Par ailleurs, dans son dernier rapport, le comité d'éthique rappelle que l'assistance au suicide ne peut en aucun cas être une solution proposée alternative à l'absence constatée de soins palliatifs ou d'un réel accompagnement dans notre pays. Alain Claes et moi-même avons été chargés par vous, Monsieur le Premier ministre, d'une mission. Et nous avons donc fait des propositions à Monsieur le Président de la République en décembre dernier qui les a fait siennes. Elles concernent les directives anticipées qui doivent devenir contraignantes pour respecter la parole du malade et en phase terminale, un droit à la sédation profonde jusqu'au décès, autrement dit, le droit qui paraît bien légitime de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir.
Nous avons acquis la conviction que ces propositions, au-delà de nos convictions personnelles, permettaient de répondre à la demande de nos concitoyens. Cette étape significative et majeure s'inscrit dans la continuité des lois précédentes et au devoir des médecins répondra désormais le droit des malades. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, la mort ne se résume pas non plus à un problème médical. Ce sujet intime et douloureux ne peut pas être entièrement réglé ni dans le droit ni dans la loi. Sans une formation des futurs médecins aux sciences sociales et humaines, sans un développement des soins palliatifs et sans surtout une appropriation par l'ensemble de nos concitoyens du problème de la mort, toute loi restera d'application difficile. Il ne peut se réduire non plus au seul débat réducteur des adversaires et des partisans de l'euthanasie. Il doit aborder plus généralement des problématiques qui le sous-tendent, qui sont la dépendance, la solitude, le handicap et les personnes âgées dans notre pays. Mais la loi est aussi un marqueur symbolique et normatif qui doit permettre une amélioration concrète de la situation de nos concitoyens en fin de vie et qui n'est pas satisfaisante. Intime et complexe, le sujet de la fin de vie interroge aussi nos valeurs fondamentales et, comme le dit le rapport du CCNE, une société indifférente aux plus vulnérables et qui est plus vulnérable que le mourant perd son humanité. Comme Ulysse sur l'île de Calypso, soyons capables de refuser le rêve prométhéen de l'immortalité et de la maîtrise absolue de notre mort. Comme l'écrivait Camus, acceptons notre humanité sans oublier la fierté de l'homme qui est la fidélité à ses limites. Merci, Monsieur Leonetti. Pour le